bienvenue dans ce mercredi des sciences qui est spécialement ouvert aujourd'hui aux enseignants d'histoire-géographie et pas uniquement aux enseignants de SVT, puisque là, on a un sujet qui est transverse entre les disciplines. On est en compagnie du démographe Gilles Pizon, qui va nous présenter toutes les projections démographiques pour les années à venir autour de cette question épineuse, sommes-nous trop nombreux sur Terre? Je suis aussi en compagnie de Stéphane Frey, Samuel Rebullard, Céline Martin et Serge Bourgeat. Du coup, je vous laisse la parole et je vous laisse ensuite présenter Gilles Pizon. Bien, merci beaucoup, Caroline. Effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir ce mercredi Gilles Pizon. Et Gilles Pizon est démographe, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et il est chercheur associé à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et il nous a proposé, nous avons choisi ensemble un thème extrêmement ambitieux. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Et donc, on va lui laisser la parole pour une demi-heure environ. Et ensuite, vous aurez tout le loisir de lui poser des questions par le chat ou le question-réponse. Et puis, nous agglomérerons les questions, les rassemblerons de façon à pouvoir en traiter davantage et nous les transmettrons à Gilles Pizon. Voilà. Eh bien, Monsieur Pizon, je vous laisse la parole avec plaisir. Merci. Donc, nous allons passer une heure pour savoir combien nous pourrions être d'humains demain sur Terre et aussi à quoi ressemblera la population mondiale. Alors, dans mon intervention cet après-midi, je m'appuierai exclusivement sur des contenus que j'ai conçus et qui sont en ligne sur le site de l'Institut national d'études démographiques. Et ils sont accessibles librement. Et je les ai conçus en pensant en particulier aux enseignants. Et donc, si je le fais, c'est pour vous montrer les ressources que vous pouvez utiliser pour vos cours et pour vos exercices avec les élèves. Donc, je vais tout de suite me mettre sur l'écran de l'Institut national d'études démographiques. Donc, est-ce que vous voyez l'écran, sur votre écran, la page d'accueil du site de l'Institut national d'études démographiques? Oui, Oui, c'est bon, on voit très bien. On le voit bien. Voilà. Donc, je reviens à notre sujet. Combien pourrions-nous être demain sur Terre? Alors, pour explorer l'avenir, il est utile d'avoir en tête les évolutions passées. Et je vous propose de revenir 2000 ans en arrière. Et pour cela, je vais utiliser une des ressources interactives que j'ai conçues et on va tout de suite y aller. Donc, c'est ici. Alors, je vais essayer que vous voyez tous l'écran. Normalement, voilà. Alors, cet écran montre que en l'an 0, on pouvait être autour de 250 millions d'humains sur Terre. Alors, c'était peut-être le double, c'était peut-être la moitié. Il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui qui permettent d'avoir des estimations plus précises. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant les 2 millénaires qui ont suivi, excusez-moi, ça affiche peut-être... La population n'a pas beaucoup changé. Alors, elle a lentement augmenté de quelques pourcents par siècle pour atteindre autour de 1 milliard d'humains en 1800. Alors, à ce moment-là, elle franchit le seuil et puis son évolution change du tout au tout. Elle se met à augmenter rapidement et donc les 2 milliards sont atteints en 1927, les 3 milliards en 1960, les 4 milliards en 1974, 5 milliards en 87, 6 milliards en 99, 7 milliards c'était il y a 11 ans, en 2011, et on devrait franchir le seuil de 8 milliards d'humains cette année ou en 2023. Et la population continuait d'augmenter. Alors, jusqu'où les démographes comme moi vous annoncent qu'on pourrait être autour de 10 milliards en 2050, mais guère plus au-delà. Alors, plusieurs questions. Pourquoi la population n'augmentait pas?
pendant les 2 derniers millénaires, et sans doute pendant toute l'histoire humaine. Pourquoi elle s'est mise à augmenter rapidement il y a 2 siècles? Et que vaut cette annonce de 10 milliards en 2050, mais pas énormément plus probablement? Alors, revenons sur la croissance démographique d'aujourd'hui. La population mondiale, donc on est pratiquement 8 milliards, et le nombre des humains augmente rapidement. Alors, d'où cela vient-il? En résumé, chaque seconde, il naît 4 nouveaux humains, 4 bébés naissent, et 2 personnes quittent la planète et meurent. Et donc, l'équation est simple, 2 personnes en plus chaque jour, chaque seconde, donc ça fait 200 000 par jour, 75 millions par an en plus. Alors, rapporté aux 8 milliards que nous sommes, ça fait un taux d'accroissement de la population de 1% par an. Alors, ça correspond à un doublement tous les 65 ans. Alors, nous étions 7,5 milliards en 2015, et donc si on applique ce doublement, on est 15 milliards en 2080, 30 milliards en 2145, 60 milliards, etc. etc. Je vous ai dit, l'annonce des démographes, ce n'est pas d'être des centaines de milliards d'humains dans les prochains siècles, c'est peut-être tout au plus 10 milliards d'humains, 11 milliards à la fin du siècle, mais pas des centaines de milliards. Alors pourquoi? Sur quelle base repose ce pronostic? Sur l'histoire de l'évolution de la population au cours des 2 derniers siècles. Alors, si on remonte à il y a plus de 2 siècles, donc au XVIIIe siècle, partout sur la planète, existait un équilibre ou un quasi-équilibre entre les naissances et les décès. Il y avait beaucoup de naissances. Les femmes, les couples mettaient au monde 6 enfants en moyenne chacun, mais la majorité mourait avant d'atteindre l'âge adulte, et donc il n'en restait que 2 qui devenaient adultes et qui remplaçaient les parents. Donc, au total, la population sur le long terme n'augmentait pas. Alors, la nouveauté, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans une partie du monde, la mortalité s'est mise à diminuer, notamment la mortalité chez les enfants. C'est l'époque des premiers progrès de l'hygiène et de la médecine, de l'invention du premier vaccin, le vaccin contre la variole, inventé à la fin du XVIIIe siècle, et qui s'est répandu très vite alors, en Europe et en Amérique du Nord, et qui a entraîné la baisse de la mortalité chez les enfants. Alors, le résultat de cette baisse de la mortalité, c'est avec autant de naissances, moins de décès, est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné un début d'augmentation rapide de la population. On est toujours en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, c'est la population de ces régions qui s'est mise à augmenter rapidement. Alors, au bout de une ou 2 générations, eh bien, les parents se sont aperçus que les enfants survivaient en plus grand nombre. Et alors, ces enfants qui étaient plus nombreux, il fallait les nourrir, les habiller, les envoyer à l'école. C'est le début de la scolarisation généralisée des enfants. Et bien, c'est devenu une charge et est apparu un nouveau comportement, c'est la limitation volontaire des naissances, qui a fait baisser les naissances. On est toujours en Europe et en Amérique du Nord. Résultat, la mortalité a continué sa baisse, la natalité s'est mise à baisser et le taux de natalité a rejoint le taux de mortalité à des niveaux bas, avec des niveaux assez proches. Donc, 2 enfants en moyenne par femme, mais des enfants qui échappent dorénavant pour la plupart à la mort pendant l'enfance, et donc qui deviennent adultes et qui remplacent les parents. Donc, cet nouvel équilibre entre une natalité faible et une mortalité faible, eh bien, c'est ce qu'on observe dans pratiquement tous les pays développés et dans plus en plus de pays en développement. Alors, ça résume de façon schématique l'histoire démographique de l'Europe et de l'Amérique du Nord au cours des 2 derniers siècles. Et les démographes ont l'habitude d'appeler ces 2 changements
la baisse de la mortalité et la baisse de la natalité, la transition démographique. Et comme ces baisses n'ont pas lieu en même temps, la mortalité baisse en premier et la natalité en second, eh bien, pendant toute la période de transition, il y a un excédent de naissances sur les décès qui alimente l'augmentation de la population. Alors, cette histoire que l'Europe et l'Amérique du Nord ont connue, eh bien, les autres continents l'ont connue à leur tour ou sont en train de la connaître et donc ils vivent ou ils ont vécu la transition démographique à leur tour, mais plus tard que l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, la transition démographique en Europe, elle s'est traduite par une multiplication par 4 de la population de l'Europe, sans compter tous les émigrés qui sont allés peupler l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Australie. Alors, dans les autres régions du monde, les mêmes évolutions ont eu lieu. Alors, je suis allé un tout petit peu trop vite. Voilà, et je vais vous montrer où en étaient les différentes régions du monde dans la transition. Alors, je vais avancer. Ça vous montre comme ça que vous pouvez, quand vous utilisez cette animation, vous-même la piloter. Bon, je vais en rester là. En tout cas, c'est sur la base de cette histoire démographique de l'Europe et sous l'hypothèse que les autres régions du monde vont connaître ou ont connu la même histoire, que se basent les démographes pour leur projection de population pour le futur. Et examinons maintenant justement ce que sont ces projections. Eh bien, je vais utiliser une autre ressource qui est la population en graphique. Et j'utilise ce deuxième onglet, courbe d'évolution, qui permet de retracer l'évolution de la population et d'un certain nombre d'indicateurs démographiques pour le monde ou pour n'importe quelle région du monde ou n'importe quel pays du monde. Alors, de 1950 jusqu'à 2100. Alors, vous avez ici, alors c'est un peu petit, la courbe d'évolution de la population mondiale entre 1950, donc on était 2,5 milliards d'humains, et aujourd'hui, alors aujourd'hui, 2022, on est pratiquement 8 milliards d'humains. Et au-delà, eh c'est les projections moyennes des Nations Unies, en tout cas les dernières publiées en 2019. Et donc, elles vont jusqu'en 2100, et pour 2100, elles annoncent un peu en dessous de 11 milliards d'humains. Voilà. Alors, sur quelle base reposent ces projections? C'est, je vous ai dit, l'application de ce modèle de la transition pour toutes les régions du monde. Alors, la population, d'après ces projections, serait un peu plus nombreuse qu'aujourd'hui, donc 10 milliards d'humains en 2050, pratiquement, un peu en dessous, et puis un peu plus, 1 milliard de plus en 2100, mais vous voyez qu'avec un rythme d'évolution qui aurait changé, donc on serait presque à la croissance zéro. Alors, ce sont des projections, et là, c'est le scénario moyen des Nations Unies. Alors, outre cette annonce qu'on pourrait être un peu plus nombreux qu'aujourd'hui et qu'on va vers un quasi-arrêt de la croissance démographique, en tout cas une réduction sensible par rapport au taux d'aujourd'hui de 1%, les projections des Nations Unies annoncent
une redistribution de la population entre les différentes régions du monde et entre les différents pays. Et on peut l'examiner en prenant l'exemple des deux pays les plus peuplés de la planète. Alors là, je vais prendre... Donc, le pays le plus peuplé de la planète, c'est la Chine. Et vous avez ici l'évolution de la population chinoise, un peu plus de 500 millions d'habitants en 1950. Aujourd'hui, un peu plus de 1,4 milliard. Et vous voyez que la projection moyenne des Nations Unies annonce que la Chine est pratiquement à son maximum et qu'après avoir atteint un maximum dans quelques années, la population se mettrait à diminuer pour revenir à près de 1 milliard en 2100. Et on imagine qu'au XXIe siècle, la population de la Chine redescendrait sous 1 milliard. Alors, le deuxième pays par la population dans le monde, c'est l'Inde. Alors, si on compare les deux pays, voici les deux courbes. Donc, l'Inde est en rouge, excusez-moi, et donc c'était près de 400 millions d'habitants, 375 millions en 1950. Aujourd'hui, d'après ces chiffres des Nations Unies, les deux pays sont presque à égalité, un peu plus d'habitants en Chine qu'en Inde. Et vous voyez que les deux courbes se croisent dans ces projections d'ici 5 ans. Ensuite, l'Inde dépasse la Chine par la population, devient le premier pays par la population, mais elle aussi verrait sa population atteindre un maximum autour de 1,6 milliard au milieu du siècle et après verrait sa population redescendre. Alors, est-ce que ces projections sont solides? Eh bien, examinons l'évolution du nombre d'enfants nés chaque année dans les deux pays depuis 1950. Alors, vous avez en noir toujours la courbe chinoise et en rouge la courbe indienne. Donc, en 1950, il y avait un peu plus de 25 millions de bébés qui naissaient en Chine chaque année et en Inde, 16 millions. Et vous voyez que les deux courbes se sont croisées il y a pratiquement 40 ou 50 ans. Et depuis, eh bien, chaque année, il est né nettement plus de bébés en Inde qu'en Chine. Alors, même en tenant compte de ce que la mortalité des enfants est restée plus élevée en Inde qu'en Chine, eh bien, la mortalité des enfants a beaucoup baissé dans les deux pays et ne pèse plus guère. Et le fait que pour 2022, on estime qu'il sera né 24 millions de bébés en Inde contre près de 16 millions en Chine, vous voyez, et que cette natalité plus forte en Inde qu'en Chine depuis 40 ans, voire 50 ans, bien inutile de calculs compliqués pour annoncer, parce que les naissances d'aujourd'hui, c'est la population de demain, que l'Inde va être plus peuplée que la Chine. C'est quasiment gravé dans le marbre. La seule question, c'est en quelle année se fera le croisement des courbes. Voilà. Alors, pourquoi ce dépassement de la Chine par l'Inde? Examinons l'évolution de la fécondité, le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde en moyenne. Et oui, dans les deux pays, les femmes mettaient au monde près de 6 enfants en moyenne chacune, jusque dans les années 70. Dans les deux pays, la fécondité a beaucoup baissé. Alors, on estime pour 2022 que les Chinoises mettent au monde 1,7 enfants chacune et les Indiennes 2,1 ou 2,2. Voilà. Mais la baisse a été plus rapide en Chine qu'en Inde. Et résultat, eh bien, l'Inde sera très bientôt le premier pays par la population. Alors, si on descend dans le classement, donc après ces deux géants démographiques, il y a le troisième pays par la population,
c'est les États-Unis. Alors, je vais y aller maintenant. Donc, si le classement des pays va changer tout en tête, il va aussi changer ensuite. Alors, États-Unis, excusez-moi, vous allez trouver ça ici. Et alors, je vais comparer les États-Unis avec un pays qui est le 8e dans le classement des pays par population, mais qui est appelé à voir sa population beaucoup augmenter dans les prochaines années. C'est le Nigeria. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, les États-Unis, c'est la courbe en noir, c'est 330 millions d'habitants, un peu plus. Et le Nigeria, c'est 2 fois moins, un peu plus que 2 fois moins, un peu plus que 200 millions d'habitants. Si on remonte à 1950, le Nigeria, c'était 38 millions d'habitants et les États-Unis, 160 millions d'habitants. Donc les États-Unis ont vu leur population plus que doubler depuis 1950, mais le Nigeria a connu une croissance démographique encore plus importante et les projections moyennes des Nations Unies annoncent le croisement des courbes des 2 pays, vous voyez, avant 2050, les 2 pays ayant 370 millions d'habitants ou un peu plus, et ensuite le Nigeria devenant le 3e pays le plus peuplé de la planète, derrière l'Inde et la Chine, et ayant 730 millions d'habitants en 2100. Voilà. Alors, si on poursuivait les courbes au XXIe siècle, le Nigeria probablement aurait sa courbe de population qui croiserait celle de la Chine. Et donc, le Nigeria pourrait devenir au XXIe siècle le 2e pays le plus peuplé de la planète derrière l'Inde et peut-être à terme dépasser lui-même l'Inde et devenir le 1er pays. Alors, là aussi, est-ce que ce croisement va avoir lieu? Est-ce que ces projections sont solides? On peut se reporter au nombre de bébés qui sont nés chaque année dans les 2 pays. Et un peu comme pour l'Inde et la Chine, vous voyez que ça fait pratiquement 40 ans que chaque année, il naît plus de bébés au Nigeria qu'aux États-Unis, bien que le Nigeria soit nettement moins peuplé que les États-Unis. Et aujourd'hui, on estime qu'il naît 2 fois plus de bébés au Nigeria qu'aux États-Unis. Donc, cette annonce d'un croisement des courbes avant 2050 est relativement solide. Alors là aussi, on peut examiner l'évolution de la fécondité dans les 2 pays. Alors, le Nigeria, les femmes avaient autour de 6 enfants en moyenne chacune dans les années 50-60. La fécondité a un peu augmenté jusqu'à 7 enfants. Et puis, depuis, elle a diminué et on estime qu'elle est autour de 5 enfants en moyenne chacune. Et donc, les projections que je vous ai montrées des Nations Unies supposent que la fécondité continue à baisser au Nigeria pour rejoindre un niveau bas autour de 2 enfants par femme à la fin du siècle, mais l'évolution prenant un certain temps. Pour les États-Unis, eh bien, sa fécondité resterait autour de 1,7 à 1,8 enfants en moyenne par femme. Voilà. Donc, les projections des démographes annoncent un peu plus d'habitants qu'aujourd'hui à l'échelle de la planète, mais une redistribution entre les continents avec l'Afrique dans son ensemble qui, aujourd'hui, représente un habitant de la planète sur 6. Donc, sur les 8 milliards d'habitants, il y en a 1,3 milliard, 400 millions qui habitent en Afrique. En 2050, il serait le double en Afrique, donc 2,5 milliards sur un total de 10 milliards. Donc, un habitant de la planète sur 4 habiterait en Afrique. Et à la fin du siècle, on aurait, et là je ne vous l'ai pas montré, je crois, donc je pourrais vous le montrer. Voici l'Afrique. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais comparer l'Afrique et l'Europe du point de vue population. Donc,
Là, c'est l'Afrique, Afrique du Nord comprise. Hein. C'est la courbe noire, donc 1,4 milliard aujourd'hui. Et en 2050, 2,5 milliards dans les projections moyennes des Nations Unies. Et en 2100, 4,3 milliards. Alors, 4,3 milliards sur un ensemble mondial de 11 milliards, donc l'Afrique pèserait entre un habitant sur 2 et un habitant sur 3 de la planète. Pour l'Europe, sa population, dans ses projections, ne changerait pas beaucoup, elle diminuerait légèrement de 750 millions à 650 millions. Alors, là, c'est l'Europe au sens large, ça va de Brest à Vladivostok, Russie comprise. Ce qui paraît un petit peu étrange, mais c'est l'Europe au sens continent géographique. Et alors, l'Afrique va peser de plus en plus dans l'ensemble mondial au point de vue démographique. Elle va sans doute aussi peser économiquement, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. L'Europe, elle, ne peut voir sa part dans l'ensemble mondial que baisser, même si l'effectif de sa population en nombre absolu ne change pas du fait de l'augmentation de la part de l'Afrique et aussi le reliquat d'augmentation des autres continents du Sud, l'Asie et l'Amérique latine. Donc, une population un peu plus nombreuse à l'échelle mondiale qu'aujourd'hui, une répartition différente avec notamment un poids croissant de l'Afrique dans l'ensemble mondial. Alors, un autre phénomène important à l'échelle mondiale qui est à souligner, c'est le vieillissement de la population. Alors, on en parle beaucoup dans nos pays. Je vais afficher la pyramide des âges de la population de l'Europe. Alors, cette Europe très large, hein, de Brest à Vladivostok, 750 millions d'habitants. Et voici affichée sa pyramide des âges aujourd'hui. Et si on se projette, alors c'est toujours les projections moyennes des Nations Unies, eh bien, vous voyez que la pyramide des âges reste creusée à la base et comme dans ces projections, la durée de vie augmente, poursuit son augmentation, eh bien, la population ne peut que continuer à vieillir. Mais ce vieillissement, il concerne aussi, alors bien sûr, l'ensemble mondial. Voici la pyramide des âges mondial en 2021-2022. Et donc, 8 milliards aujourd'hui. En 2050, près de 10 milliards. Mais je ne sais pas si vous avez repéré, la base reste la même. Donc, on serait plus nombreux, mais les effectifs des enfants et des jeunes adultes ne changeraient pas par rapport à aujourd'hui. Donc, l'augmentation viendrait d'une augmentation des effectifs des adultes et surtout des personnes âgées. Et en 2100, on aurait une population mondiale dont la pyramide des âges rappellerait celle de pays comme la France, hein, donc avec une proportion de personnes âgées plus importante. Les effectifs absolus d'enfants et de jeunes adultes ne changeant pas par rapport à aujourd'hui. Alors, le vieillissement de la population, donc, il ne concerne pas que l'Europe, les pays développés, il concerne toute la planète. Alors, si on va en Asie, alors l'Asie, c'est le continent qui rassemble 60% de l'humanité, donc vous voyez, même plus que 60%, 4 milliards 700 millions sur 8 milliards que nous sommes, hein, avec une pyramide des âges qui a encore une forme de pyramide, sauf à la base. Hein. Et si on se projette dans l'avenir, eh bien, là aussi, la pyramide devient une meule de foin et même se creuse à la base. Et oui, que la population de l'Asie en 2100 est annoncée avec le même effectif qu'aujourd'hui. Alors, même histoire pour
l'Amérique latine. Donc, le vieillissement démographique, c'est une des conséquences de la transition démographique. On vit plus longtemps, et puis la fécondité est plus faible qu'autrefois. Résultat, la population, la pyramide des âges prend une forme eh bien de meule de foin ou de cylindre. Alors, il y a un des pays particuliers qui a été pratiquement le premier à connaître la transition démographique et qui a été le premier à voir sa fécondité baisser, c'est la France. Et voyez la pyramide des âges de la France, eh bien, elle dénote parce que c'est un des rares pays du monde développé qui a une pyramide des âges qui ressemble à un cylindre droit, à part le haut de la pyramide, avec des effectifs nettement plus faibles de personnes. C'est toutes les personnes qui sont nées avant le baby-boom, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a toutes les générations nées à partir de 1946 et que leurs effectifs sont à peu près les mêmes d'une génération à l'autre, à part quelques petits creux, quelques petites bosses. Donc, c'est un des rares pays de la planète qui a une pyramide des âges en forme de cylindre, en tout cas à la base. Et alors, la projection des Nations Unies annonce une population qui continuerait à avoir à peu près cette forme de cylindre, avec des étages supplémentaires liés à l'allongement de la vie. Donc ça, c'est une particularité française. Bon, on s'intéresse à la population mondiale, où tous les pays vont connaître ce phénomène majeur du XXIe siècle, le vieillissement de la population. Alors, je vais en rester là avec comme conclusion que nous sommes 8 milliards d'humains, nous serons très probablement autour de 10 milliards et on n'échappera pas à un surcroît autour de 1 à 3 milliards d'ici 2050 ou d'ici la fin du siècle. Et quand on s'intéresse à l'avenir de l'humanité, à l'avenir de la planète et aux défis que pose, par exemple, le changement climatique, certains rêvent d'arrêter la croissance démographique tout de suite, voire même d'être moins nombreux et tout de suite, parce que c'est considéré pour beaucoup comme un problème, cette population mondiale, trop nombreuse à leurs yeux. Alors, il faut leur dire, comment vous faites pour être moins nombreux ? Vous augmentez la mortalité, personne ne le souhaite. Vous envoyez une partie de l'humanité sur Mars, difficile à réaliser. Vous faites moins d'enfants, c'est déjà ce qui se passe partout sur la planète où les humains, les couples, les femmes, les hommes ont choisi d'avoir peu d'enfants. Alors, j'en ai pas parlé, mais la fécondité moyenne à l'échelle mondiale, c'est 2,4 enfants par femme. C'était plus du double, 5 enfants en moyenne par femme en 1950. Et donc, ça ne cesse de diminuer d'année en année. Mais ça n'entraîne pas un arrêt immédiat de la croissance démographique parce que la population mondiale est jeune. Elle compte beaucoup de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Même si chacun d'eux, à l'échelle mondiale, n'avait que 1,5 ou 1,6 enfants en moyenne chacun. C'est le taux de fécondité de l'Europe, de la Chine et aussi pratiquement de l'Amérique du Nord. Eh bien, la population mondiale continuerait d'augmenter encore pendant quelques années. Il y aurait plus de naissances que de décès. Et donc, la croissance démographique décélère, elle décélère depuis 60 ans, elle va continuer de décélérer, mais il est exclu de penser qu'on pourrait être à la croissance zéro, voire négative, tout de suite. Et donc, la conclusion, c'est que on n'arrivera pas à arrêter la croissance démographique tout de suite. En revanche, on peut changer nos modes de vie pour être plus économes en ressources, en énergie, plus respectueux de l'environnement et de la biodiversité, et cela tout de suite. Et donc, la question du nombre des humains n'est peut-être pas la question la plus importante.
quand on est face à ce défi du changement climatique. C'est la question des modes de vie, des modes de consommation sur laquelle on peut agir et pas sur la population. Voilà, j'en reste là donc, et je suis prêt à échanger avec les uns ou les autres qui le souhaiteraient. Merci beaucoup, Merci. Gilles Pison. Merci pour cet exposé qui était vraiment très pédagogique. Alors, on a déjà des questions qui sont arrivées pendant votre exposé. Il y a Aïna qui demande est-ce qu'il y aura suffisamment de surface cultivable puisque la part par personne ne cesse de réduire? Alors, j'ai des éléments de réponse parce que j'ai travaillé sur cette question, mais je vous laisse donner votre réponse. Je crois que je vais vous laisser répondre parce que c'est vrai que on pourrait poser la question aussi de l'alimentation, de l'eau, des ressources en eau, est-ce qu'il y aura suffisamment pour tout le monde? Mais dans ma conclusion, il y avait un petit peu la réponse, c'est qu'on ne pourra pas être moins nombreux. Et donc, il faut faire avec les ressources que l'on a. On sait qu'elles sont limitées et donc changer nos modes de vie et nos modes de comportement dès maintenant. Et ça concerne la façon de gérer les surfaces cultivables, les cultures à mettre en œuvre pour ces surfaces, et puis la préservation de la qualité de la fertilité des sols. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas sur la bonne pente, mais je vous laisse répondre. Mais, effectivement, alors pour donner sur la question des surfaces et l'eau agricole suit le même raisonnement. En fait, on a des marges de progression qui sont importantes. Vous savez sans doute que la consommation de viande est au-delà aujourd'hui à la fois des recommandations sanitaires et des recommandations climatiques. Donc, réduire la quantité de viande, ça permet de libérer des surfaces parce qu'il faut, allez, ça dépend des cultures, mais de 5 à 10 fois plus de surface pour produire la même quantité d'énergie alimentaire quand on produit de la viande. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est les pertes et gaspillages. 30% de l'alimentation ne va pas jusqu'à qui est produite, n'arrive pas à l'estomac. Donc, vous avez aussi des gains qui sont possibles. Et puis, vous avez évidemment d'améliorer les méthodes de production. Et notamment, ça, c'est plutôt vrai pour l'irrigation. Les techniques d'irrigation aujourd'hui gaspillent énormément d'eau. Il y a des productions, en France, c'est beaucoup de maïs destiné à l'élevage, là encore, qui va consommer la moitié à peu près de l'eau d'irrigation, mais à l'échelle mondiale, on a des possibilités d'économiser aussi les eaux d'irrigation. Donc ça rejoint ce que dit Gilles Pison, c'est vraiment sur les pratiques et les comportements des consommateurs qu'il y a des leviers pour permettre de nourrir tout le monde. J'ajouterais, et ça rejoint la dimension démographique, que l'effort démographique, si je peux appeler ça comme ça, à fournir de 8 milliards aujourd'hui à 10, 11 milliards est plus faible que celui qui a été réalisé au XXe siècle, entre 3 et 6 milliards dans la deuxième, 3 et 7, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, en fait, il faut remettre les choses effectivement en proportion. C'est vrai que ça paraît beaucoup parce que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, mais c'est évidemment pas inatteignable avec des changements. Je reste optimiste sur la question qui est généralement traitée de façon pessimiste. On a deux questions sur les pandémies. Est-ce que des éventuelles pandémies peuvent sont paramétrées dans les modèles et est-ce qu'elles peuvent modifier les projections réalisées? Est-ce que ça a un impact? Alors, prenons celle en cours, qui n'est pas terminée. Je pense que c'est à celle-là que pense la personne qui a posé la question. Alors, je dirais que les Nations Unies ont publié en 2019 des projections de population mondiale et elles sont en train de préparer une révision de ces projections qui va être publiée dans 1 ou 2 mois, probablement. Alors, probablement que ça ne va pas. Leurs projections ne vont pas beaucoup changer par rapport aux projections publiées il y a 3 ans. Et par exemple, pour ce qui est de l'effet du Covid-19, c'est un souci pour les démographes des Nations Unies, ça m'arrive d'en parler avec eux, comment évaluer l'impact de l'épidémie sur la population. Et au total, probablement, ça ne va pas beaucoup changer parce que oui, il y a eu un excès de mortalité
dans beaucoup de pays du monde. Alors, on arrive à le quantifier plus ou moins bien dans les pays développés qui ont mis en place des systèmes pour comptabiliser les décès dus au Covid, comme la France. Il y a beaucoup de pays du monde où on sait très peu de choses. Pays du Sud où déjà on ne comptabilise pas tous les décès en temps normal, donc la surmortalité, on est encore plus mal outillé pour la mesurer. Mais disons qu'il y aura probablement eu une surmortalité de quelques millions, peut-être on pourrait augmenter 10 millions, voire 20 millions. Alors qu'est-ce que ça pèse sur l'ensemble de la mortalité mondiale? Chaque année, il meurt 60 à 70 millions de personnes. Et chaque année, il naît 140 millions de bébés. Donc, oui, il est possible qu'il y ait un excédent de mortalité pour 2020, pour 2021 à l'échelle mondiale. Mais de l'autre côté, il y aura probablement eu un effet sur la natalité, parce que l'épidémie a, dans un certain nombre de pays, désorganisé les services de santé, notamment ceux en charge de fournir en contraceptifs les couples. Et donc, il n'est pas exclu qu'il y a eu une hausse des grossesses, donc de grossesses non désirées, avec des naissances à la clé. Alors, combien? On est encore en difficulté pour le mesurer. Donc, ça va attendre peut-être quelques mois, quelques années pour quantifier ce phénomène, s'il existe vraiment. Mais c'est une hypothèse qu'on peut faire. Et du coup, la hausse de la mortalité pourrait être compensée, voire plus que compensée, par une hausse des naissances. Et du coup, la courbe d'accroissement de la population guère changée à l'échelle mondiale, voire une légère accélération. Alors, pour 1 ou 2 années. Mais au total, probablement que ça n'aura pas changé beaucoup le cours de la démographie. En tout cas, bien sûr, ça n'aura pas arrêté la croissance démographique. Certains le rêvaient il y a 30 ans à propos du sida. Ils se disaient, la population de l'Afrique augmente très vite, cette épidémie de sida, c'est malheureux, mais peut-être que ça va régler ce qu'ils considéraient comme un problème, le problème démographique de l'Afrique. Alors, le constat, c'est que oui, il y a eu une surmortalité très importante, notamment en Afrique. Et en Afrique subsaharienne, elle a été la région la plus touchée. Mais il se trouve que le nombre de naissances était tel que dans aucun pays du monde, notamment d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, qui a été le pays le plus touché, il y a eu une diminution de la population. Le taux d'accroissement a baissé, alors à l'échelle de l'Afrique, probablement de 3% ou 2% par an à 1 à 2% par an. Pour l'Afrique du Sud, très touchée, probablement que la population n'a pas augmenté pendant quelques années. Mais maintenant qu'on a des traitements et qui sont accessibles au plus grand nombre, la courbe d'accroissement a repris. Et du coup, le sida, qui est la pire pandémie qu'on aurait pu imaginer, c'était au-delà de ce que pouvaient imaginer tout un tas d'épidémiologistes et de démographes. Elle n'a pratiquement pas affecté la dynamique démographique de l'Afrique. Et je vous ai donné les chiffres pour 2050, donc c'est les projections, c'est sida compris, effet du sida compris. Et donc, elle n'a guère entamé le dynamisme démographique de l'Afrique. Alors, pour le Covid-19, n'en parlons pas. Pour des grippes très méchantes, beaucoup de gens se font peur et alimentent leurs fantasmes avec des germes nouveaux qui émergeraient, qui régleraient ce qu'ils considèrent comme le problème démographique. Eh bien non, on est collectivement, les 8 milliards d'humains, de plus en plus en position de gérer les nouveaux germes émergents. On peut toujours fantasmer et rêver, mais on est de mieux en mieux outillés et on a vu la réponse avec le Covid-19 et la rapidité avec laquelle ont été mises au point des nouveaux vaccins, la rapidité avec laquelle les États ont géré, alors plus ou moins bien, on peut faire des critiques, avec ce résultat, c'est que pour les épidémies futures, probablement qu'on n'a jamais été aussi bien outillé pour les gérer. Donc, il ne faut pas rêver
d'épidémies qui vont arrêter la croissance de la population mondiale, voire diminuer le nombre des humains radicalement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui trouvent qu'on est trop nombreux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais... On avait une question sur est-ce qu'on observe, enfin, est-ce que les modèles plutôt prennent en compte les modifications des comportements des futurs parents en lien avec le changement climatique? J'imagine que c'est des gens qui choisiraient volontairement, compte tenu des menaces environnementales, de réduire finalement leur nombre d'enfants. Alors, on a peu d'études encore pour savoir l'importance de l'opinion. On voit qu'elle monte. Cette opinion que pour gérer ce défi climatique, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas avoir d'enfants. Alors, bien sûr, ça s'adresse à ceux qui n'ont pas encore commencé à fonder une famille, à avoir des enfants, donc c'est des personnes assez jeunes. Et moi, je le vois dans les conférences que je donne avec le public, il y a des jeunes qui posent la question j'aurais bien aimé avoir des enfants, mais vu la situation, je crois que c'est plus raisonnable de ne pas avoir d'enfants du tout. Alors moi, je leur réponds, bon, vous savez, avoir des enfants, c'est fatigant, ça coûte de l'argent, vous pourrissez la vie. Et donc, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est très bien, n'en ayez pas. Mais si vous en voulez quand même, ayez-en et le nombre que vous voulez. Encore une fois, j'explique que le problème n'est pas que nous soyons trop nombreux sur Terre, c'est la façon dont nous vivons. Et donc, ayez les enfants que vous voulez, mais éduquez-les pour qu'ils vivent de façon responsable, économe en ressources, en énergie, et vous-même mettez-vous-y tout de suite. Donc, ce n'est pas les enfants que vous aurez. Donc, il y en a que ça rassure, mais je ne suis pas sûr que ça réponde à cette montée de l'angoisse, mais ça serait bien d'avoir des enquêtes, j'en ai pas vu, qui essayent de chiffrer la part des, notamment jeunes, qui pensent que c'est une bonne réponse aux défis climatiques. Alors après, il y a la différence entre ce que les gens pensent, disent, même ils disent, moi, j'ai décidé, j'aurai pas d'enfants parce que ça va contribuer à détruire la planète et le climat. Et puis, ce qu'ils font effectivement, et dans les enquêtes où on a pu suivre et réinterroger 3 ans ou 5 ans après des personnes qu'on avait interrogées une première fois sur leur désir d'enfant. La question, c'est souvent, est-ce que vous souhaitez avoir un enfant plus tard? Et puis, une question plus précise, est-ce que vous souhaitez en avoir un dans les 2 prochaines années ou d'ici les 5 prochaines années? Combien? Ces mêmes personnes, on les réinterroge 5 ans après. Eh bien, ce qui s'est réalisé est souvent très différent de ce qu'ils ont dit vouloir faire 5 ans auparavant. Et donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous disent les personnes et ce qu'ils pensent sincèrement sur ce qui va leur arriver. Alors, beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie. On avait décidé de ne pas avoir d'enfants, mais on a trouvé un conjoint et lui, il en souhaite. Alors, on change d'avis. Et les changements vont dans l'autre sens. Donc, on n'a pas d'enquête pour mesurer la part des personnes qui pensent que c'est la bonne solution. On n'a pas d'enquête pour savoir ceux qui ont vraiment décidé. Et même si on avait des enquêtes pour le chiffrer, ça n'annoncerait pas le nombre de naissances dans les années futures parce que les humains, ils ont le droit de changer d'avis. Et voilà. Moi, j'ai une petite question. En fait, si j'ai bien compris, finalement, les projections jusqu'à 2050 et même la seconde partie du XXIe siècle, elles sont assez fiables. Il suffit, entre guillemets, de voir combien il y a le taux de natalité actuel et le nombre d'enfants qui naissent, et on peut imaginer ce qui va se passer, mettons, dans les 40 prochaines années. Mais à partir de quand il y a des grosses incertitudes, je dirais, démographiques, et en particulier, j'avais en tête que le niveau de stabilisation après la transition démographique, il n'était pas acquis qu'il soit supérieur ou égal au taux de renouvellement des générations. C'est-à-dire que dans certaines projections démographiques, après la transition démographique, la population baissait. Ça, c'est des choses qui sont possibles? Et si oui, à quelle échéance au niveau de la population mondiale? Alors, la réponse, elle est en 2 temps. C'est que oui, les projections sont solides,
mais à un horizon alors court pour les démographes, c'est une génération en gros, on va dire les 30 prochaines années. Donc ça nous amène à 2050. Et pourquoi? C'est parce que la majorité des humains qui vivront en 2050, donc à peu près 10 milliards d'après ces projections, ils sont déjà nés, ils sont là. Alors, parmi les 8 milliards d'aujourd'hui, ceux qui ne seront pas là en 2050, c'est toutes les personnes qui vont mourir. En gros, ça va être des personnes qui sont déjà assez âgées. On peut calculer la part de ces personnes qui sont encore en vie et celles qui mourront. Et alors, il faut rajouter les naissances d'ici 2050. Et là aussi, les enfants qui vont naître, ils vont naître de femmes qui sont pour beaucoup déjà nées, dont on connaît le nombre. On fait une hypothèse sur le nombre d'enfants qu'elles vont avoir, mais on ne se trompe pas beaucoup pour 2050. Alors, pour après, je serais plus prudent et j'aime bien cet exercice de remonter il y a 50 ans, donc dans les années 70, notamment les premières projections de population mondiale des Nations Unies qui se sont projetées jusqu'en 2100. Alors, c'est très hasardeux, et encore plus il y a 50 ans, puisque se projetait 150 ans plus loin, et de voir ce qu'elles annonçaient pour les différents continents, alors, et pour la planète globalement. Alors, le plus étrange, c'est que ces premières projections des Nations Unies qui allaient jusqu'en 2100, elles annonçaient pratiquement 10 milliards et demi ou 11 milliards en 2100, un peu comme celle d'aujourd'hui. Mais quand on regarde le détail par continent, alors c'est très différent des projections d'aujourd'hui. Par exemple, l'Afrique, dans ses projections d'il y a 50 ans, elles étaient données avec 2 milliards 200 millions d'habitants en 2100. Aujourd'hui, elles sont données avec le double. En revanche, l'Asie, l'Amérique latine étaient données en 2100 avec des effectifs beaucoup plus importants. Et pour l'Amérique latine, la réduction est de plus de 50%. C'est-à-dire que, mais pour 2100, alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais ces projections, vous voyez, elles ont été révisées sensiblement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 surprises. Une première, c'est dans les années 80, où les enquêtes ont montré que dans les pays d'Asie et d'Amérique latine, les femmes, les couples se mettaient à avoir moins d'enfants, et cela très vite, beaucoup plus vite que ce qu'avaient prévu les démographes. Alors, les démographes, ils avaient prévu que la fécondité baisserait dans ces régions-là, comme elle avait baissé en Europe et en Amérique du Nord. Mais ils avaient prévu que ça prendrait du temps. Parce que tous les sociologues, les ethnologues disaient « Oh, les gens aiment bien les enfants, les hommes en Amérique latine, c'est des latinos, des machistes, ils ne supporteront pas que leurs femmes prennent la pilule et qu'il y ait moins d'enfants, parce qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est un signe de virilité. » On avait tout un tas de bonnes raisons pour penser que ça allait mettre du temps. Comme ça avait mis du temps en Europe, en Amérique du Nord, pour que la fécondité baisse, elle a baissé très rapidement. Alors, en Amérique latine, aussi en Asie, vous le savez, l'exemple Chine, mais même en Inde, je vous ai montré des courbes. Et donc, ça a amené, c'était une surprise pour les démographes, ça les a amenés à réviser fortement à la baisse leurs projections pour ces continents. Pour l'Afrique, l'idée c'était que, bon, elle est en retard du point de vue économique, du point de vue éducation, donc elle va connaître les changements, mais plus tard que l'Asie et l'Amérique latine. Mais une fois que la transition démographique est amorcée, eh bien, ça va aller à la même vitesse qu'en Amérique latine et en Asie. Et bien là, surprise, on s'aperçoit que les changements sont en cours en Afrique, mais ils prennent plus de temps. Et du coup, révision dans l'autre sens, à la hausse, des projections pour l'Afrique. Et au cours des derniers exercices de révision des projections de population, eh bien, les Nations Unies ont plutôt révisé à la hausse les chiffres pour l'Afrique et ont révisé à la baisse, encore plus à la baisse, pour l'Asie et l'Amérique latine et aussi pour l'Europe. Donc, je ne vous ai pas répondu, mais attention, les idées qu'on se fait aujourd'hui sur les évolutions et la vitesse des évolutions, elles vont peut-être devoir être revues, notamment pour l'Afrique, où là, on pense que ça va prendre du temps, ça va aller lentement. Alors, ça va aller peut-être plus vite.
Mais ça va peut-être aller moins vite. Et ça veut dire que ces chiffres de 4 milliards et plus d'habitants en Afrique en 2100, c'est peut-être en dessous de ce qui va se passer. Il y a une question sur les aléas et les surprises finalement qui peuvent survenir. Moi, j'ai envie de rajouter, notamment sur la période courte, parce que vous avez répondu plutôt sur la période longue. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises à l'échelle de 30 ans ou est-ce que globalement, c'est tellement solide que même des aléas de grande ampleur ne pourront avoir des impacts finalement que locaux, mais pas globaux? Vous avez répondu, c'est que localement, on peut avoir des évolutions différentes. Disons, pour ce qui est de l'effectif de la population, on est à peu près maintenant pour tous les pays du monde avec des estimations qui tiennent la route. Le dernier pays pour lequel on a eu une surprise lorsqu'il a effectué son dernier recensement, c'est la Birmanie, le Myanmar, où on a trouvé 20 à 30% d'habitants de moins que ce qu'annonçaient les statistiques et les projections du pays. Mais les gouvernants avaient sous-estimé le flux d'émigration de Birmanais dans les autres pays. Et du coup, c'est ça l'explication. Mais c'était exceptionnel. Un pays, un assez grand pays du point de vue population, dont la population officielle, dans les statistiques, était révisée de 20 ou 30% en dessous, ça s'était jamais vu. Je ne pense pas que ça se reverra. Il y a des pays comme le Congo, l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo, où aussi on se pose des questions sur sa population. Il va atteindre 100 millions d'habitants. Je vous annonce ça. Donc c'est un pays qui est pratiquement le pays le plus peuplé d'Afrique après l'Égypte, et qui va voir sa population beaucoup augmenter. Mais là aussi, un pays où il a été difficile d'organiser des recensements et des enquêtes ces dernières années. Donc, on peut avoir des surprises. Mais je vous confirme ce que vous disiez, qu'il ne faut pas s'attendre à des révisions importantes des chiffres. La surprise peut venir parfois, localement, de flux migratoires brutaux liés à des guerres, comme on le voit là. C'est ça la principale surprise, mais elle va être à l'échelle mondiale parce qu'il n'y a pas de migration hors de la planète, donc ça pourrait être local, une région particulière. Ça ne va pas modifier probablement les projections à l'échelle de continents entiers. Il ne faut pas se leurrer. Serge, est-ce que vous avez une question à poser pour… Je réactive mon micro. D'abord, avant la question, merci à Gilles Pizon pour cet exposé très clair. Et moi, j'avais une remarque en aparté, c'était de dire que j'avais l'impression d'entendre un discours de géographe. Tout ça pour dire que, oui, la Chine et l'Inde, dont la population vont se croiser, c'est dans nos préoccupations. Le Nigeria, c'est nos préoccupations, etc., etc. Alors moi, je voulais dire à tous les enseignants qui sont là qu'il y a un formidable travail interdisciplinaire à faire. Nous, on fait ça en seconde et vraiment, j'ai l'impression d'avoir assisté à un cours de géographie. Alors, je voyais les questions qui sont posées sur le chat, sur la baisse de la natalité, etc. Et il y a quelque chose qui n'a pas été tellement développé, c'est les politiques antinatalistes. Alors, ça l'était en arrière-plan, mais jamais de façon explicite. Et quand on voit la courbe de la Chine et de l'Inde qui vont se croiser, si la Chine a eu une politique démographique très coercitive, la politique de l'enfant unique, en Inde, ils ont eu peut-être une politique plus incitative. Alors, ma question était la suivante. Par rapport au modèle de la transition démographique qu'on nous a présenté au début, finalement, ces politiques antinatalistes, elles ont un vrai rôle, elles sont très efficaces ou elles ne jouent que par la marge? Eh bien, c'est désolé. Sur laquelle les démographes continuent de se pencher, parce que ce n'est pas clair. En tout cas, l'idée qu'une politique, soit pour favoriser l'augmentation de la population, soit pour réduire l'augmentation de la population, en moyenne, en général, il ne faut pas surestimer son importance. Et le cas de l'Inde et de la Chine est particulièrement intéressant. Vous savez que l'Inde a été le premier pays du Sud à se préoccuper de sa croissance démographique rapide et a eu ce souhait de la réduire.
Et dès l'indépendance de l'Inde, alors vous devez connaître mieux que moi la date, c'est fin des années 40 ou début des années 50, voilà. L'Inde a été indépendante, le gouvernement indien a mis ça très haut dans sa priorité, à réduire la croissance démographique, c'était perçu comme... Eh bien, alors, il a mis en place des politiques pour que les couples limitent les naissances, donc des programmes de planning familial, construction de cliniques et tout. Et non seulement la population a continué d'augmenter rapidement, mais le rythme a augmenté. Et pas de baisse de la fécondité. Alors, il est en venu, s'il était paniqué, à des politiques très coercitives, avec des stérilisations massives et obligatoires des hommes. Puis après, ça a été les femmes, maintenant c'est plutôt les femmes, qui ont entraîné des révoltes, parce que les gens n'en voulaient pas. Et vous savez que quand Indira Gandhi était la première ministre, son gouvernement est tombé suite principalement à des révoltes. Les gens ne voulaient pas de ces politiques coercitives. Alors, ça ne veut pas dire qu'au total, les Indiennes n'ont pas vu leur fécondité baisser beaucoup. Vous savez que dans le sud de l'Inde, les femmes ont moins d'enfants qu'en France. Dans le Kerala, c'est en dessous de 1,7 enfants en moyenne par femme. À l'échelle de toute l'Inde, on est à 2,1, le seuil de remplacement. Mais à l'époque, au moment juste après l'indépendance, les Indiens et les Indiennes, ils voulaient avoir des enfants. Et donc, la politique, mais très brutale du gouvernement, n'a rien fait. Pour la Chine, alors vous me direz, eux, ils ont réussi. Eh bien non, on attribue souvent la baisse rapide de la fécondité des Chinoises à la politique de l'enfant unique. Mais il faut savoir, quand elle a été instituée en 1976 ou 1978, après la mort de Mao, déjà les Chinoises avaient moins de 3 enfants en moyenne chacune. Le gros de la baisse avait déjà eu lieu. Pourquoi ? Parce que les Chinoises et les Chinois en étaient à un stade de développement où ils souhaitaient avoir moins d'enfants. Et donc, la politique chinoise de l'enfant unique, à la limite, la Chine aurait pu en faire l'économie et la fécondité baisser aussi vite, probablement. Alors, ça entraînait des drames familiaux et tout, c'était une coercition. En comparant avec d'autres pays qui n'ont pas eu de politique de l'enfant unique, alors bien sûr Hong Kong, mais aussi Taïwan, et puis la Thaïlande, c'est des exemples, qui ont vu leur fécondité baisser en même temps et aussi vite qu'en Chine, sans politique de l'enfant unique. Et donc, excusez-moi d'être un peu long, mais une politique de l'État pour favoriser ou défavoriser les naissances, elle ne peut avoir d'effet que si elle va dans le sens du souhait des familles. On ne peut pas aller contre le souhait. Et c'est ça qui domine, ce n'est pas la politique. On ne décide pas du taux de natalité en Conseil des ministres. Et on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de gouvernants nouvellement installés qui pensaient décider dans leur bureau du taux de fécondité. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marges d'influence, mais il faut aller dans le sens du souhait des familles. Alors, est-ce que ça ne pose pas une autre question, l'échec de ces politiques coercitives et puis le fait que certains pays, notamment africains, font leur transition démographique plus vite que prévu? Est-ce que finalement le véritable problème n'est pas celui de l'éducation et notamment de l'éducation des filles, qui souvent maîtrisent la... Vous avez raison. On sait qu'un des facteurs majeurs, c'est le fait que les filles soient allées à l'école, des perspectives d'emploi qui fait qu'elles ont moins d'enfants et qu'elles ont aussi le voix au chapitre dans leur famille. Et donc, c'est les États qui donc investissent dans l'éducation et qui voient la fécondité baisser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs, d'autres politiques qui peuvent jouer, mais c'est ça l'essentiel. Hein. Vous avez raison. Parce que justement, on a des pays où les transitions démographiques sont longues parce que la courbe des natalités ne baisse pas ou baisse très très tard. Tous les pays européens ont vu la transition démographique se dérouler sur un siècle, sur 2 siècles. Hein. Ça a été très long.
Et la plupart des pays du Sud, même ceux qui voient leur population augmenter rapidement, les évolutions sont allées ou sont en train d'aller beaucoup plus vite que ce qu'ont connu les pays européens. Voilà. Alors tout va plus vite, la baisse de la mortalité, la baisse de la natalité, mais aussi l'écart entre les naissances et les décès qui est plus important. Donc, on a des taux de croissance de 3%, voire 4% par an dans certains pays d'Afrique, ce que n'avaient jamais connu les pays d'Europe lorsqu'ils étaient dans leur transition démographique, où le maximum, c'était 1% par an, ce qui était déjà beaucoup. Donc, tout va beaucoup plus vite. Et le vieillissement démographique qui s'annonce, je vous ai dit qu'il va avoir lieu partout, il va avoir lieu aussi extrêmement vite, beaucoup plus vite, dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et après en Afrique, qu'il n'a eu lieu dans nos pays. Ce qui va poser aussi des problèmes et un défi. Comment organiser les conditions de vie des plus âgés demain et dès aujourd'hui. Et honnêtement, j'aimerais pas être une personne de mon âge en Chine, parce que je sais pertinemment qu'il faudrait que je continue à travailler et à subvenir à mes besoins jusqu'à ma mort. Donc, le défi est immense et on en parle très peu. On se soucie de nos retraites, par raison, mais il faut se soucier des retraites et des conditions de vie des aînés demain et déjà dès aujourd'hui dans tous les pays du Sud, parce que ça va être une vraie catastrophe. C'est très bien, ça va pouvoir jouer le rôle de conclusion, parce que c'était la dernière question de Jean-Loup qui disait « Le problème n'est-il pas davantage le vieillissement accéléré de la population mondiale ?» Donc vous avez répondu, c'est un enjeu sociétal effectivement colossal. On en parle effectivement pays par pays, mais quand on essaye d'imaginer ça à l'échelle mondiale, c'est assez vertigineux d'imaginer toutes ces personnes qui soit ne pourront plus travailler, soit devront travailler dans de mauvaises conditions, avec alors, ce que ça veut dire en termes de production. Se tournent vers l'immigration. On voit dans l'immigration un côté positif, c'est que ça apporte de la main-d'œuvre quand la population d'âge actif diminue. Ça permet de prendre en charge et de soigner les aînés. Alors, le Japon et bien d'autres pays, mais à un moment, on va manquer d'immigrés pour tous les pays. Où est-ce qu'on va trouver des immigrés qui sont prêts à venir dans votre pays? Et donc, la bagarre, ça va être d'être attractif pour les migrants, donc les personnes qui souhaitent quitter leur pays. Donc, vous avez un programme très révolutionnaire là dans la c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais pas vraiment dans l'air du temps. Souvent, on avait ce slogan, l'immigration choisie. Oui, mais choisie par les immigrés. Par ceux qui arrivent. Oui. Ils vont choisir le pays où ils vont aller et on va se battre, nous, pays du Nord, pour avoir des immigrés en quantité suffisante pour s'occuper de nos âgés, quoi. Enfin, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a un sujet, c'est qu'il y a la compétition déjà pour les immigrés, notamment qualifiés. Elle est déjà là. On cherche à attirer les États-Unis, l'Europe, les meilleurs talents pour demain et on va les chercher en Afrique, en Asie, mais il y a une compétition déjà. Très bien, merci beaucoup. Je Merci. propose qu'on arrête là. On est arrivé au terme de cette heure passée ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Pison. C'était très instructif et je pense qu'il y a beaucoup d'informations que vous nous avez données quand on n'a pas ces données-là, on ne se les imagine pas ainsi. Merci beaucoup toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci pour la vivacité de ces échanges. Vous recevrez dans les jours prochains le replay de ce webinaire et puis je vous inviterai aussi à aller voir sur Numérique Max, notre manuel numérique, des ressources supplémentaires qui seront accessibles en ligne. Une dernière chose, le prochain webinaire, ce sera le prochain mercredi des sciences, ce sera un jeudi, donc jeudi 21. La semaine prochaine. Voilà, avec Marc-André Selos. Et donc, on parlera des sols, des écosystèmes, ce qui fait une très bonne transition du coup avec le sujet d'aujourd'hui. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Merci à tous. Et puis, une très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.